Interpares, c'est la 20e. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre de Walter Benjamin, en traduction, Sens unique, précédé d'Enfance berlinoise. Ce n'est pas exactement un livre que je viens de lire, c'est un livre que je suis allé rechercher sur mes étagères et dont j'ai relu quelques fragments, parce que mon fils cadet avait un exposé, ou plus exactement avait des documents à regarder dans le cadre de ses cours d'art plastique pendant les vacances de Toussaint, et notamment un documentaire très intéressant sur le musée juif de Berlin. Et en fait, au début de ce documentaire, il était question, il y avait plusieurs citations et une référence à sens unique, Einbahnstraße. Alors déjà, la traduction elle-même de Einbahnstraße par sens unique pose un petit peu problème, parce que c'est route ou chemin à sens unique. Et le titre vient du fait qu'il s'agit d'un texte composé d'un certain nombre de fragments qui ont pour titre, et qui avaient été formés par Benjamin lui-même à la fin des années 20, pour avoir une sorte d'imitation des éléments visuels que l'on voit dans les villes, et donc notamment les panneaux publicitaires, les panneaux de signalisation, qui devaient paraître encore relativement récents et très modernes aussi. Et donc du coup, la forme du livre épouse cette espèce d'éparpillement et de structure anarchique qui est celle des villes, par-delà leur architecture et leur structure pensée, leur structure rationnelle. Donc ça, c'est le, le, le second des deux textes contenus dans ce livre. Alors il y a aussi Enfance berlinoise, c'est en collection 10-18, c'est traduit de l'allemand par Jean Lacoste. Il y a une préface de Jean Lacoste aussi, du traducteur, qui est très intéressante. Je ne vais pas vous lire plusieurs extraits de ce livre-là. J'avais prévu au départ de vous lire soit La Commerelle, soit Un fantôme, tiré de Enfance berlinoise. Et la raison pour laquelle j'avais un petit peu aussi pensé à vous lire un extrait ou voir la totalité du texte Un fantôme, c'est parce qu'aujourd'hui on est le 31 octobre et que c'est Halloween. Mais finalement, je vais plutôt vous lire un extrait de Einbahnstraße, de Sens unique, et c'est Avertisseur d'incendie. Et puis après, on fera un petit parallèle, ou plus exactement un petit prolongement, sans réellement commenter le prolongement lui-même, avec les tableaux de voyage de Heinrich Heine. Donc on va rester en Allemagne en quelque sorte. Avertisseur d'incendie. La représentation de la lutte des classes peut induire en erreur. Il ne s'agit pas d'une épreuve de force qui trancherait la question qui est vainqueur, qui succombe. Ce n'est pas un combat dont l'issue déciderait du bien-être du vainqueur et du vaincu. Penser ainsi, c'est masquer les faits sous un voile romantique. Car que la bourgeoisie gagne ou succombe dans cette lutte, elle demeure condamnée au déclin par ses contradictions internes, qui lui seront fatales au cours de l'évolution. La question est seulement de savoir si elle s'effondre d'elle-même ou grâce au prolétariat. La réponse à cette question décidera de la survie ou de la fin d'une évolution culturelle 3 fois millénaire. L'histoire ignore le mauvais infini qu'on trouve dans l'image de deux guerriers en lutte perpétuelle. Le véritable homme politique ne calcule qu'en termes d'échéance. Et si l'élimination de la bourgeoisie n'est pas accomplie avant un moment presque calculable de l'évolution technique et scientifique indiquée par l'inflation et la guerre chimique, tout est perdu. Il faut couper la mèche qui brûle avant que l'étincelle n'atteigne la dynamite. L'attaque, le danger et le rythme sont pour l'homme politique technique et non chevaleresque. C'est un texte extrêmement riche qui reste d'actualité non seulement pour la lutte des classes, mais bien entendu pour la prévision par rapport à un certain nombre de dangers. Moi, je trouve un très grand nombre d'échos de ce texte-là dans les problématiques évidemment actuelles liées à la pandémie et très probablement à la succession des pandémies, mais aussi bien sûr dans le cadre du changement climatique. Au moment où ce texte a vraiment été redécouvert dans les années 50-60, nul doute que ça parlait aussi aux penseurs des années 50-60 en termes bien sûr de guerre atomique et de physique nucléaire et de possibilités ou de danger qu'il y avait à ce que là, voilà, il y ait une destruction, comme on le pensait, de l'humanité due évidemment à la guerre froide et à la possibilité qu'il y ait à un moment donné une guerre atomique. Donc ce texte-là, voilà, avertisseur. Et alors ce qui est intéressant, c'est bien sûr le lien entre le titre avertisseur d'incendie, c'est évidemment un panneau probablement, je ne sais pas comment ça se présentait dans l'édition originale, là l'édition 10-18 elle aplatit tout avec une seule police et sans tout ce jeu sur les codes un petit peu surréalistes finalement qu'avait employé, voire même dadaïste, qu'avait employé Walter Benjamin dans la première édition allemande, mais en partant du concept comme ça très terre à terre, très pragmatique d'avertisseur d'incendie, il y a cette réflexion sur la téléologie de l'histoire. Et j'y retrouve un petit peu, alors c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est aussi parce que j'ai envie, j'en avais parlé dans une vidéo relativement récente
de Je range mon bureau, vous parlez de ce fort volume des tableaux de voyage. J'en avais parlé, c'est l'ensemble des tableaux de voyage. C'est la première fois qu'ils sont réunis dans un seul volume en français. C'est aux éditions Garnier, dans une traduction de Claire Placial. Et on trouve cette page très très troublante dans le voyage de Munich à Gênes. C'est le chapitre 10. Beaucoup d'événements remarquables de cette époque n'ont pas même été écrits, et ne vivent que dans la mémoire du peuple, qui n'en parle volontiers désormais, puisque cela fait ressurgir le souvenir de plus d'un espoir déçu. Les pauvres Tyroliens ont en effet dû faire toutes sortes d'expériences, et quand on leur demande maintenant s'ils ont reçu en salaire de leur fidélité tout ce qu'on leur avait promis dans l'urgence, alors ils haussent les épaules et disent naïvement « ce n'était peut-être pas dit sérieusement ». Et puis l'empereur a beaucoup à penser, et il lui passe beaucoup de choses par la tête. Là, on a ce paragraphe que j'ai extrait, qui arrive au milieu de toute une réflexion historique contemporaine de Heine dans son voyage de Munich à Gênes à propos du Tyrol. Mais la raison pour laquelle je m'interromps, c'est pas parce que j'ai fini de lire ça, mais c'est parce qu'on a donc ce paragraphe. Et puis au paragraphe suivant, Heine va proposer une analogie qui est très choquante en termes postcoloniaux, mais qui est très intéressante aussi de ce qu'elle dit de la manière dont était perçue la traite transatlantique à l'époque. Évidemment, ça m'intéresse beaucoup. Donc, la situation des Tyroliens, ce n'était peut-être pas dit sérieusement, et puis l'empereur a beaucoup à penser, il lui passe beaucoup de choses par la tête. Voici ce que dit Heine ensuite. On a tous cette intrusion d'auteur. Consolez-vous, pauvres fous, vous n'êtes pas les seuls à qui on a promis quelque chose. Sur les grands bateaux qui transportent des esclaves, il arrive aussi que pendant les grandes tempêtes et lorsque le bateau est en danger, on trouve refuge auprès des hommes noirs qui gisent entassés dans les cales sombres du navire. On brise alors leurs chaînes de fer et on leur promet à corps et à cri de leur offrir la liberté si grâce à eux le bateau est sauvé. Les noirs imbéciles montent réjouis à la lumière du jour. Hurrah! Ils se précipitent sur les pompes, réunissent toutes les forces de leur corps, aident quand il y a à aider, grimpent, sautent, abattent les mâts, enroulent les cordages, en somme, ils travaillent jusqu'à ce que le danger soit passé. Aussitôt, comme de bien entendu, on les ramène dans les cales, on les enferre bien confortablement, et dans leur misère sombre, ils font des considérations sur les promesses des marchands d'âmes, dont tout le souci, après avoir triomphé du danger, consiste à vendre encore quelques âmes de plus. O navis referent in mare tenovi fluctus, etc. Là, il y a une note qui ramène à l'Ode 14 du livre 1 des Odes d'Horace. Au navire, les flots de nouveau te portent vers la mer. Et pourquoi est-ce qu'il cite ça, Heine, après ce passage quand même extrêmement dur, quand même, sur la manière dont on trompe les esclaves au moment même où on les transporte vers leur lieu d'esclavage. Lorsque mon vieux professeur avait expliqué cette ode d'Horace, dans laquelle l'État est comparé à un bateau, il lui venait à l'esprit toutes sortes de considérations politiques qu'il dut bientôt suspendre lorsque la bataille de Leipzig fut déclenchée et que la classe entière partit en vrille. Alors évidemment, ce qui est un petit peu choquant d'un point de vue postcolonial, c'est la façon dont les citoyens du Tyrol, certes dupés par l'empereur, sont comparés à des esclaves, à des noirs ou en fond de cale, parce que évidemment la situation politique n'est pas du tout la même, et notamment en termes de libertés individuelles et de libertés civiles. Mais je trouvais, il y a chez Heine et chez Benjamin le même regard un petit peu de biais sur l'histoire, la même réflexion générale, philosophique vraiment, sur ce qui se passe, sur ce qui advient, et qui bien sûr, un siècle après Heine, prend une forme plus, on va dire, découpée, plus aphoristique chez Benjamin. Voilà, c'était la 20e de Interpares, et c'est juste pour dire aussi qu'aujourd'hui, j'ai réussi à tenir en dessous des 10 minutes. Donc en novembre, on va continuer Interpares, on va essayer de continuer à rester en dessous des 10 minutes. Et puis surtout, c'est le 31 octobre, j'en ai fait 20, j'ai enregistré 20 vidéos en 31 jours. Je suis plutôt pas mécontent, et je trouve que c'est un format qui marche pas mal. Enfin moi en tout cas, ça me permet de brasser un petit peu les idées, puis de déposer aussi, de sédimenter un peu. Voilà, c'était la 20e, Heine et puis Benjamin.